Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc on va pouvoir démarrer cette soirée que j'ai l'honneur d'introduire. Alors je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Kans, médecin de santé publique, épidémiologiste. J'ai travaillé au REOP durant ces premières années, le REOP étant le registre des handicaps de l'enfant et l'observatoire périnatal. C'était le premier registre de handicap à être créé en France. Maintenant, il y en a deux autres. Et je veux juste souligner que ce registre a été créé en 1991, donc il y a 33 ans, et c'était à l'initiative des professeurs Pierre-Simon Joucq et Claude Racinet. Ce registre avait pour s'est donné comme mission première de surveiller la fréquence des enfants porteurs d'une déficience neurosensorielle sévère, donc dont les troubles du neurodéveloppement de l'enfant, mais pas que. Et pour surveiller ces déficiences neurosensorielles sévères, il nous fallait des critères diagnostiques très stricts parce que ce qui nous intéressait, c'était l'évolution dans le temps de la fréquence de ces déficiences, évolution dans le temps qu'on voulait mettre en parallèle, en regard avec l'évolution des soins périnataux. Le REOP est financé par le Conseil général de l'Isère et celui de la Savoie, des engagements que nous remercions beaucoup. Et il est aussi financé par l'INSERM et par France Santé publique. Si vous voulez avoir plus de détails sur le REOP, dans le hall, il y a quelques panneaux qui donnent des informations complémentaires. Et pendant le buffet, à la fin de cette soirée, si vous avez des questions à poser, toutes les personnes qui ont des étiquettes, normalement, doivent être capables d'y répondre. Alors ce soir, c'est les troubles du spectre de l'autisme, donc TSA, qui nous intéressent. En fait, on va parler d'enfants qui ne se développent pas très bien, qui finalement progressent d'une façon qui est un peu différente de celle des autres enfants. Et jusqu'à présent, ou jusqu'il n'y a pas très longtemps, on parlait plutôt de troubles envahissants du développement, dont l'autisme, mais maintenant on parle du trouble du spectre de l'autisme. Alors ça, c'était un petit peu embêtant pour nous, registres, quand je vous ai dit on veut des critères diagnostiques stricts, parce qu'en parlant de troubles du spectre de l'autisme, qui dit spectre, dit un petit peu élargissement des critères, probablement. Et alors, c'est ce qu'on a constaté, vous pourrez voir sur les courbes qui sont sur les panneaux, c'est que depuis 2015, qui est la date à laquelle on a commencé à utiliser la classification de la DSM-5, qui est une classification américaine, et bien finalement, la fréquence de ces enfants porteurs d'un TSA, elle a presque doublé. C'est un petit peu embêtant pour un registre, mais on n'est pas les seuls, c'est-à-dire partout dans le monde, cette fréquence des TSA, elle augmente. Alors, elle augmente au point que pendant les 20 premières années du REOP, par exemple, on avait environ 1% d'enfants avec une déficience neurosensorielle sévère. Et puis, depuis qu'on utilise cette nouvelle classification, on a plutôt 1% d'enfants avec TSA et puis 0,5 ou 0,7% d'enfants avec autre déficience neurosensorielle sévère. Ça veut dire que les enfants avec déficience neurosensorielle sévère, ça a beaucoup augmenté et en grande partie, c'est dû au TSA. Alors, il faut aussi se méfier, c'est que les TSA, qui dit spectre, donc c'est très large. Donc, il y a des degrés de sévérité assez différents. Globalement, retenez qu'il y a peut-être plus de la moitié des enfants qu'on enregistre avec TSA qui ont une symptomatologie qui est plutôt moins sévère que celle qu'on utilisait avant quand on avait l'habitude de voir chez des enfants où on disait qu'ils avaient un autisme typique. Là, maintenant, on enregistre pas mal d'enfants avec TSA qui n'ont pas la sévérité de ce qu'on connaissait avant de l'autisme typique. Alors, je voulais juste, en introduction, donner aussi une note positive, c'est qu'au niveau national, il y a quand même un peu des efforts qui sont faits. Il y a une stratégie pour les troubles du neurodéveloppement de l'enfant qui a été publiée en novembre 2023, qui porte sur les années 2023 à 2027. Moi, je vous encourage à aller la regarder, à la lire. Elle est accessible facilement sur le site handicap.gouv. Et cette stratégie, qui est en fait comme un plan, elle a plusieurs aspects, notamment d'améliorer le repérage des écarts au développement pour les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans,
d'améliorer la formation des professionnels ou des parents, d'étudier en particulier la fatigabilité des élèves autistes qui a été constatée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en regard de cette stratégie, je vous dis c'est un peu un plan, il y a de l'argent. Il y a 180 millions pour améliorer le parcours diagnostic, il y a 130 millions pour améliorer la scolarisation des enfants avec troubles du neurodéveloppement. Ainsi, les troubles du neurodéveloppement, ce n'est pas que les enfants avec TSA, mais c'est quand même un point positif. Un autre point positif, c'est la création de la maison de l'autisme. Alors, elle a été créée en avril 2023 à Paris. À Paris, oui, c'est un peu loin, hein, c'est pas Grenoble. Ça n'empêche, il y a un site qui est assez bien fait de la maison de l'autisme. Et sur ce site, vous pouvez avoir des fiches, par exemple, des fiches techniques sur différents aspects. Et celles sur le parcours diagnostic sont assez intéressantes. Et enfin, dernier point dans les actions nationales qui peuvent être positives, c'est une loi très récente, notamment la loi du 15 novembre 2024. 15 novembre 2024, c'est il y a 3 semaines, même pas. Et dans cette loi, il y a plusieurs volets. Il y a un premier volet qui est sur l'inclusion scolaire. Et ce volet sur l'inclusion scolaire, ça oblige, l'État s'engage à ce qu'il y ait un soutien particulier pour chaque enfant avec trouble du neurodéveloppement à l'école. Ça, c'est le premier volet, avec aussi une amélioration de la formation des professionnels. Le deuxième volet, c'est sur le diagnostic, essayer d'améliorer les conditions de diagnostic, et avec notamment une consultation à l'âge de 9 mois et une autre à l'âge de 6 ans, excusez-moi, qui sont consultations qui seront obligatoires et qui seront remboursées par la Sécurité sociale. Donc ça, c'est un deuxième volet aussi positif. Et le troisième volet de la loi, c'est par rapport au relayage à domicile pour les personnes qui s'occupent d'enfants ou d'adolescents ou d'adultes avec des troubles du neurodéveloppement, pour essayer d'aider à la prise en charge de ces séjours répit aidant aidés, et notamment avec toutes les contraintes qu'il y avait jusqu'à présent par rapport au droit du travail. Et là, la loi dit explicitement que il y a des solutions qui seront bien meilleures. Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps. Il y a le programme que vous avez tous, qui est très bien, qui est très clair. Je voudrais juste insister sur le fait qu'il y a 2 parties dans ce programme. Il y a une partie qui concerne les enquêtes, une première partie, et une deuxième partie qui concerne la table ronde. Alors, les enquêtes, vous allez avoir 2 premières présentations sur une étude qui s'appelle PartDiag. C'est une étude qui a été réalisée par le REOP et le LPNC, qui est le laboratoire de psycho et de neurocognition. Après ces 2 présentations, il y aura un temps pour des questions spécifiques sur les résultats de l'étude. Vous verrez, les résultats de l'étude sont très intéressants. Donc, si vous avez des questions qui concernent les résultats de l'étude, il faudra les poser juste après ces 2 présentations. Mais toujours dans la première partie, il y aura une 3e présentation par les familles, et c'est les familles de répondants à propos de la rentrée scolaire 2023. Et de la même manière, juste après cette présentation par les familles, il y aura un temps pour des questions spécifiques. La table ronde, c'est sur les freins à la scolarité et au parcours diagnostic. Il y aura des échanges entre les différentes personnes de la table ronde. Comme vous avez pu le voir, il y en a un certain nombre. Mais il y aura aussi des échanges avec la salle. Et pour les gens qui suivent en distanciel, je voudrais juste préciser qu'ils peuvent très facilement poser leurs questions sur le chat, que ce soit des questions spécifiques aux premières présentations ou plus générales qui peuvent réserver pour la table ronde. Et alors, je voudrais terminer en parlant un petit peu du personnel et des gens qui travaillent au REOP. Alors, les gens qui travaillent au REOP, il y a les enquêtrices, c'est un travail énorme et fondamental. Donc, il y a eu Agnès Montauvert, maintenant c'est Elisa Téton-Cabanac. Il y a aussi une statisticienne, Catherine Ouvrier-Buffet, sans qui on ne pourrait pas non plus avoir ce genre de soirée. Et puis, il y a une responsable scientifique, Marie, David. Et je voudrais vraiment beaucoup remercier le travail que toutes ces personnes ont fait. Si elles n'avaient pas obtenu l'argent pour faire cette étude, eu l'idée de faire cette étude et réaliser le travail, eh bien, on ne serait pas là ce soir pour en discuter. À côté des travailleurs du REOP, il y a aussi les bénévoles du REOP. Alors, il y a des personnes absentes, les 2 coprésidents, Thierry Billon et Pascal Haussmann, bien sûr.
Il y a des personnes présentes comme Jean-François Blaquier et Pauline Ocelli, qui sont tous les deux membres aussi du bureau. Et puis, il y a d'autres membres du conseil d'administration, bien sûr. J'ai des collègues ici que je serais très contente de vous revoir un peu plus tard. Et donc, toutes ces personnes-là sont assez fondamentales pour le travail du REOP. Et puis maintenant, je termine en parlant de Véronique Gour, qui est également membre du bureau et membre du comité scientifique et technique du REOP. Véronique, que j'ai eu la chance de connaître il y a déjà pas mal d'années au cours d'un congrès organisé par l'Institut fédératif de recherche sur le handicap. Véronique est médecin de médecine physique et de réadaptation pédiatrique. C'est une excellente clinicienne, elle est une excellente chercheuse aussi. Elle a publié sur l'appareil cérébral, sur l'arthrogrypose, sur l'effet, la double tâche sur les démarches, et puis je ne sais encore. Et en tous les cas, je remercie beaucoup Véronique d'avoir accepté d'être modérateur pour la première partie de cette soirée, qui va donc concerner l'étude par Diag et l'étude des familles. Voilà, je vous remercie.